Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et puis très heureux de vous retrouver puisque c'est la deuxième année consécutive qu'on participe au congrès de Charspeaks avec cette approche un peu particulière de devoir traiter d'un sujet en quelques minutes. Aujourd'hui, avec Olivier Guienne, on va vous proposer d'échanger, de partager quelques idées sur la question de l'employabilité. Alors, c'est une question qui est réapparue dans les sujets RH avec la réforme de la formation professionnelle. C'est un vieux sujet et c'est aussi un sujet qui est réapparu avec l'intensification, on va dire, des problématiques économiques et des problématiques de marché du travail. Si certains d'entre vous ont lu la troisième révolution industrielle, peut-être certains ont lu le dernier ouvrage de Jeremy Rifkin sur le coût marginal zéro, qui montre bien que les entreprises, si elles n'ont pas encore pris le virage de la digitalisation, vont être fortement impactées dans les années à venir par les nouvelles technologies qui, évidemment, bouleversent les entreprises, bouleversent le business model des entreprises et puis, évidemment, bouleversent les profils des métiers et donc les profils des compétences. Et donc, la question de l'employabilité, c'est un sujet qu'on vous propose de partager. Donc, avec Olivier Guienne, que je rencontre, on se croise régulièrement au sein d'un groupe de travail sur le capital humain qui s'appelle au sein de l'Observatoire social international. Olivier, quelques mots pour vous présenter. Et puis d'abord, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je suis Olivier Guienne, je suis directeur de la performance RH du groupe GDF Suez. En gros, ça consiste à apporter à la filière RH un certain nombre de supports en matière de SIRH, par exemple, en matière de reporting ou de conduite sur des nouveaux métiers, des nouvelles façons d'aborder le travail. Dans mon job, il y a aussi la mesure de la performance de la filière RH et de ses processus. Et surtout, ce qu'on essaye de démontrer, c'est l'apport que la filière RH peut apporter à la performance globale de l'entreprise. Ça, c'est un autre sujet. GDF Suez, c'est un groupe de 150 000 collaborateurs, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas un groupe français, pas qu'un groupe français, puisque moins de la moitié des effectifs aujourd'hui est en France, qui est un groupe dont l'essentiel du développement se fait d'ailleurs à l'international en dehors de l'Europe. C'est un groupe qui a 5 branches d'activité, mais un nombre incroyable de métiers, depuis les gens qui vont remplacer les lampes jusqu'à ceux qui vont faire de l'exploration de production de gaz en mer du Nord. On a une palette de métiers qui est absolument incroyable et justement, donc, vous évoquiez Rifkin tout à l'heure. Rifkin a une vision du marché de l'énergie qui est assez terrifiante pour nos métiers, qui va de toute façon nous impacter. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est impactant également dans cette révolution, troisième révolution industrielle, c'est que avant, les gens se construisaient des trajectoires professionnelles qui correspondaient à peu près au même temps de leur parcours propre dans le travail. Or, aujourd'hui, ce qui va devenir de plus en plus compliqué, c'est qu'on va tous plus ou moins vivre des trajectoires professionnelles qui vont aller plus vite que notre propre vie professionnelle. Et donc cette transformation des métiers, transformation des compétences va être quelque chose qui va être très impactant. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. On a choisi un certain nombre de sujets. Évidemment, il faut aller vite, il faut traiter 3 points. Alors, on a choisi de traiter 3 points. Le premier, c'est comment intégrer l'employabilité dans la chaîne de valeur. Je travaille sur le management du capital humain, donc la question de la création de valeur, pour moi, c'est un vrai sujet de fond. Et c'est pour ça que j'étais content d'avoir Olivier, parce que performance RH, évidemment, c'est quelle est la valeur créée par la fonction RH. Deuxième sujet qui me trouvait très intéressant, c'est la co-responsabilité dans l'employabilité. Alors, il faudrait presque une journée pour en parler, mais au moins aborder le sujet me semble intéressant. Et puis on terminera, si on a le temps, quelques éléments de réflexion sur le développement du capital collectif et individuel. Alors Olivier, une définition de l'employabilité, ce serait quoi la définition que vous donneriez de l'employabilité ? Moi, je vais parler vis-à-vis de l'entreprise, oui. Si on est d'accord. Vis-à-vis de l'entreprise, l'employabilité, c'est la capacité d'utiliser nos talents, nos compétences internes dans le développement et dans les transformations de l'entreprise. On change de métier, on change d'orientation. Si on peut tabler sur des gens qui sont mobilisés déjà dans l'entreprise, motivés pour la faire gagner, c'est un plus pour nous. Et du coup, vous travaillez, je crois, aussi avec Yves Lichtenberger de l'Université de Marne-la-Vallée. Vous essayez, quand vous l'attrapez, quand il est présent. Quelle est la responsabilité vraiment de l'entreprise en matière d'employabilité ?
par rapport à la responsabilité du salarié, en quelque sorte. Il y a pour moi d'abord une responsabilité juridique, légale, en France notamment. On se doit de travailler à l'employabilité. Il y a une responsabilité morale. On ne peut pas aujourd'hui laisser des collaborateurs sur le bord de la route. On ne peut pas à la fois se comporter comme étant les champions de l'insertion de la RSE et laisser de côté, exclure un certain nombre de gens des évolutions des métiers. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est pour moi une obligation de résultat, une obligation de performance, une responsabilité qu'on porte par rapport à ça. Donc si on regarde la première question, le premier point sur intégrer l'employabilité dans la chaîne de valeur, donc je ne vais pas l'affront de reprendre le processus, mais l'idée c'est effectivement de voir où est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évolution des métiers et la création de valeur dans ce processus. Donc en fait, dans le processus de création de valeur, il y a trois choses qui créent de la valeur. C'est le lien entre la GPEC et la stratégie, ça vous le savez, puis vous savez aussi qu'on ne le fait pas toujours très bien dans les organisations. Ça, c'est un vrai problème. Donc quand est-ce qu'on fera des vrais GPEC reliés à la stratégie? Deuxième chose, évidemment, compétences, motivation des salariés, organisation des métiers. Et la troisième chose, qui n'est pas négligeable, qui est la productivité et l'initiative discrétionnaire. Donc, ce qui est intéressant dans cette vision-là des choses, un peu macroscopique, c'est de bien positionner ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et donc la valeur ajoutée que peut apporter la fonction RH. Alors, il y avait une discussion qu'on avait sur la question du recrutement interne et du recrutement externe. On va juste prendre un exemple. On sait que les managers ont une tendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ont éventuellement à l'intérieur de l'entreprise. Quelle réaction vous avez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces choix entre le recrutement externe et le recrutement interne? Aujourd'hui, je suis en charge de la performance RH d'un groupe, mais mon vrai métier, c'est pas ça. Moi, je suis DRH, en fait. Ça fait 20 ans que je faisais ce métier, ça fait que 2 ans que je fais ce métier-là. Donc, dans mes 20 ans d'expérience en termes RH et d'accompagnement des managers, effectivement, on s'aperçoit souvent qu'on est beaucoup plus tenté de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas, parce que sur le papier, ils ont les bonnes compétences, qu'à des gens qu'on connaît parfaitement, qui ont 90% des compétences, mais dans lequel on connaît par contre qu'à 100% des difficultés, des défauts, des points de progrès. Donc ça, c'est un sujet qui est souvent difficile et qui est un travail qu'on fait avec le management, parce que souvent, malheureusement, on s'aperçoit que recruter des gens à l'extérieur, certes, ça va plus vite. Certes, d'abord, ça a un coût qui est souvent supérieur à la formation qu'on aurait donnée à l'autre. Et puis, le risque qu'on prend, c'est qu'effectivement, des gens qui ne vont pas s'adapter à l'entreprise, qui vont être plus lents, qui ne vont pas réagir aux beaux influx, alors que de l'autre côté, on avait des gens tout à fait adaptables et tout à fait responsables. Toute la difficulté de trouver la balance entre les besoins, ce que j'ai besoin de faire venir de l'extérieur et la confiance que je peux accorder à mes propres collaborateurs pour prendre des challenges. Ouais, alors on y reviendra, parce que c'est vrai que là, on parle évidemment du manager, qui a un rôle important dans l'accompagnement du déploiement des politiques RH. Également un rôle important dans le choix de développer ou les opportunités de développement des collaborateurs en interne de l'entreprise. Alors, si jamais la fonction RH n'est pas d'accord, qui arbitre et comment on arbitre entre un manager qui n'est pas d'accord et une fonction RH qui dit « moi, je veux développer l'employabilité interne ». Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, le RH, il n'est pas toujours du côté de l'employabilité interne. À un moment aussi, il doit gérer ce travail-là. Ensuite, j'aurais tendance à dire si le RH, il est compétent, si le RH, il est un vrai business actor. J'aime pas le terme de business partner. On n'est pas des partenaires, on doit être des acteurs de l'entreprise. S'il est pertinent sur son job, quand il donne un conseil, en général, on essaye de le suivre. Est-ce que vous allez demander, si votre conseiller, si votre DAF vous déconseille de faire une opération financière ou rachat d'une société ou quelque chose comme ça, est-ce que vous allez l'écouter ou est-ce que vous allez n'en faire qu'à votre tête? Non, vous allez l'écouter. C'est la même chose pour les RH, c'est notre crédibilité qui est en cause là. D'accord, il y a quand même une partie éducation aussi du manager, c'est-à-dire qu'il faut que le manager comprenne bien aussi les politiques qu'on mène en interne dans l'entreprise. C'est un point important, ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, deuxième sujet, je vois le temps qui passe évidemment, le deuxième sujet, le sujet de la co-responsabilité. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler d'employabilité et de travail de l'entreprise sans comparer finalement les responsabilités de chacun. Responsabilité de l'entreprise et responsabilité également du salarié, parce qu'on ne peut pas demander, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Alors non pas que les salariés soient des ânes, et vous n'en êtes pas, je n'en suis pas, et les entreprises non plus, mais l'idée effectivement c'est que si je ne veux pas développer mon employabilité en tant que salarié, évidemment les processus auront des difficultés à marcher et à fonctionner et à développer des processus d'employabilité. Un mot, Olivier, sur les responsabilités de l'entreprise, ici qu'on en a fait apparaître 3. L'entreprise a évidemment la responsabilité de mettre en place, de structurer un peu la démarche. Maintenant, pour accompagner au maximum les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. On évoque souvent un terme tous les deux qui est les salariés entrepreneurs de leur propre carrière. Et bien, je veux dire que notre rôle, c'est de faciliter cet entrepreneuriat, de donner la vision, de donner les moyens, le niveau de formation, tout ce qui va accompagner les collaborateurs. Ça, c'est notre responsabilité. Mais on peut pas... Il faut qu'on suscite dans l'envie. Mais bon, l'envie qu'on a vu tout à l'heure, c'était quelque chose de très personnel. L'envie et le désir, on a compris avec ce qu'il nous a dit tout à l'heure. On a rajouté trois choses sur mis 3 choses sur les éléments de co-responsabilité. On a parlé de capacité d'apprentissage. Les entreprises ont intérêt à développer chez les individus leur capacité d'apprentissage. Apprendre à apprendre, continuer à apprendre. C'est vrai que quand vous êtes dans une organisation depuis 10 ou 15 ans, évoluer avec son métier ou changer de métier, faire une mobilité fonctionnelle, ça peut être difficile. La deuxième chose, c'est la co-construction des parcours professionnels, c'est-à-dire que l'individu doit être partie prenante dans la construction de ses parcours. Et puis, on a parlé également de capacité d'adaptation et de mobilité. Alors, on a voulu... j'ai voulu plutôt représenter un peu les éléments, les déterminants, ce que j'ai appelé les déterminants de l'employabilité, un peu comme quand on mène des processus de changement. Parce que je constate que dans les organisations, l'accompagnement de l'employabilité, c'est un vrai changement. Changement culturel pour la fonction RH et changement culturel pour les salariés et les managers. Donc j'ai voulu représenter là en fait l'ensemble des leviers au niveau de l'entreprise, hein, que bien sûr on va de la GPEC qui aujourd'hui peut être négociée à 3 ans jusqu'à l'accompagnement par le management, et puis en mettant en exergue que tout ça, si l'entreprise fait tout ça, si on ne travaille pas sur les 4 leviers individuels que sont la qualification initiale, ça on n'y peut pas grand-chose sauf quand on recrute de l'extérieur, mais si on ne travaille pas sur l'adaptabilité, la capacité d'apprentissage, la motivation des apprenants et la construction active, entrepreneuriale d'un projet professionnel, il sera très difficile d'avoir des processus d'employabilité qui soient efficients dans l'entreprise. Dernière petite partie, nous reste sur l'aspect développement du capital humain collectif. Olivier, le développement du capital humain de l'entreprise, c'est quelque chose qui est important, j'imagine, dans le groupe GDF Suez et ses entreprises également. Comment ça se traduit comment dans les politiques RH et les politiques employabilité au sein du groupe ? Je vais surtout me baser sur ce qu'on fait, pourquoi on fait de l'employabilité et pourquoi ça participe à la performance de l'entreprise. Le capital humain est important. On l'a vu, nos modèles vont véritablement changer. Donc on va chercher l'adaptabilité de nos collaborateurs sur des nouveaux métiers. On a une conviction, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a la chance de participer, d'intervenir sur plusieurs métiers, et notre groupe permet l'intervention sur plusieurs métiers, il augmente, lui, sa compétence, mais il augmente globalement la compétence de l'entreprise. Et donc déjà, ça nous fait parler de capital humain et d'augmentation du capital humain. Et puis en même temps, il développe son agilité, et cette agilité, on va véritablement en avoir besoin demain pour s'adapter à des choses qu'on n'a pas encore vues probablement arriver. Alors, en préparant cette intervention, vous parliez du mentoring de carrière que vous alliez développer. C'est un sujet que je trouvais vraiment très intéressant. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Ouais, mentoring de carrière. C'est un petit morceau des briques, mais enfin c'est quand même assez important de s'engager là-dedans. C'est de fait de dire finalement, alors ça concerne des cadres, ça concerne une population finalement assez limitée, de gens qui s'interrogent sur leur évolution et leur capacité à passer d'un métier à un autre, par exemple. Et c'est de dire que ces gens peuvent être, ceux qui ont un peu de potentiel pour faire ce genre de choses, peuvent être mentorés par des cadres plus seniors qui vont leur faire un retour, qui ne sont pas dans leur ligne hiérarchique, qui ne sont pas dans leur métier et qui vont leur faire un retour sur leur façon de manager leur carrière et leur façon aussi de manager leurs équipes. Et ça, on avait commencé à faire ça en prenant les carrières féminines, qui étaient une véritable difficulté dans l'entreprise, et ça avait eu un succès retentissant. Et du coup, on est passé à mode industrialisation, puisqu'on a décidé en moins d'1 an de former 1000 mentors et 1000 mentorés à ce processus avant la fin de l'année. Donc on espère qu'on va y arriver.
Et ça, culturellement, dans l'entreprise, c'est une transformation, c'est un choc, c'est quelque chose de... C'est hyper motivant parce que là, on suscite, pour le coup, encore une fois, du désir de la part des gens qui sont les mentorés et de la part des gens qui sont des mentors, qui sont véritablement heureux de partager quelque chose de cet ordre-là. Merci de votre attention. Peut-être que pouvons-nous développer encore ces sujets au cours d'un petit échange.